Des pas lourds, il déambule comme l'épisode 1 de la 2e saison. Un plan magnifique sur Levi Ackerman. Interdit de mourir, on doit survivre. Voici l'enjeu de cet épisode et voici l'analyse. C'est avec un Falco sortant de ses mains gigantesques que l'épisode débute, le laissant sans voix face au chaos et nous aussi face au spectacle. Des plans de caméra époustouflant, une chorégraphie aérienne exceptionnelle, qui viendra d'ailleurs nous rappeler la scène de la saison 3 avec Kenny. Sauf que dans cette 3e saison, on aura des plans 2D vraiment énergétiques et rapides, agressifs. Alors que dans cet épisode, le mouvement va être défini par une caméra qui va emporter le spectateur avec. On aura des séquences d'accélération et de décélération comme si on était dans une attraction. Et c'est très bien réalisé car quelque part, on aimerait tous avoir cet équipement tridimensionnel et réaliser des voltiges dans les airs. Et justement, grâce à ce mouvement de caméra, ça nous donne cette impression. Donc c'est très pertinent. D'ailleurs, au début de cet épisode, on retrouvera un peu cet instinct Ackerman qu'a Levi. Même de dos, il arrive à sentir la présence du danger. Juste après, nous aurons un Falco qui va dire quelque chose de magnifique à Reiner. Reiner qui dans un sale état, ne voulant pas se régénérer, n'ayant pas la volonté, on l'a vu lors des derniers épisodes, il veut mourir. Il en a marre, il ne sait plus où donner de la tête, il ne sait plus qui sont ses ennemis ou bien ses amis. Il est complètement perdu et Falco vient lui apporter son aide en lui disant « On voit un Falco qui a compris ce que ressentait Reiner quand celui-ci était à genoux face à Eren. Un Eren qui, de son côté, même en mauvaise posture, reste calme et serein. Avec une prestation du seiyū Yuki Kaji qui va venir poser sa voix sur Eren. Ce qui le rend vraiment terrifiant. Qui va venir montrer que le personnage principal maîtrise la situation et va accomplir par ailleurs une prouesse. Une 3e retransformation en titan inattendue, dont même les mares resteront bouche bée, qui pourtant eux font des recherches sur les titans, comme mentionné par Sig avec la section scientifique. Et c'est là qu'on va venir se rendre compte de l'évolution de Eren Yeager, qui avant trimait lors des entraînements pour pouvoir contrôler son titan, aujourd'hui il n'en est rien. Le Shingeki no Kyojin, il en est maître, il le maîtrise, il le possède. On a donc un Eren qui pendant ses 4 ans d'ellipse ne s'est pas tourné les pouces. Il s'est entraîné, il a pris les devants, mais comme le démontre Pic, rien n'est encore joué. Qui décidément lors des combats vient faire preuve d'une habileté incroyable, dont même l'enfant prodige sera la félicité. Qui lui d'ailleurs viendra adresser une phrase à Levi. Le temps presse, non. Une phrase très intrigante. Pourquoi Sig parle-t-il d'une notion de temps? À quoi fait-il référence? A-t-il deviné le plan du bataillon d'exploration? Peut-être. Un plan vraiment très bien exécuté de la part de Mappa qui vient nous faire ressentir la même intrigue que les planches de Isayama. Où justement depuis quelques épisodes, une intrigue se pose. Pourquoi font-ils ça? Ils le savent très bien que le reste du monde va les attaquer, mais alors pourquoi? Et la question vient à se poser, ont-ils des alliés de l'extérieur? Mais à peine le temps de réfléchir à cette question que le colossal fait son entrée. Et nous montre encore une fois son potentiel de destruction phénoménal. Telle était ta perspective, ton point de vue, Bertholdt. Armin, ce personnage toujours gentil, sympathique, ne voulant pas céder à la violence, cherchant toujours une possibilité, une autre voie. Qui lui, pendant l'arc Kenny, ne voulant pas tuer d'autres humains, car ses ennemis sont seulement les titans, aujourd'hui il est obligé de les massacrer, tuant femmes et enfants innocents, causant encore plus de morts que Eren Yeager qui lui s'acharnait sur la foule. Armin vient totalement dévaster le paysage. Et l'animation viendra sublimer cette horreur à l'aide de petits gémissements de victimes sous les débris.
Et que finalement, dans cet épisode, on vient se rendre compte que la plus grande menace de l'humanité n'était pas les titans, mais l'homme lui-même. Et juste après, on aura la réponse de ces balises qui étaient posées. Le fantôme d'Erwin prend possession d'Armin et le plan nous est dévoilé. Et c'est à ce moment-là qu'un personnage fera son entrée et confirmera notre théorie. Les Eldiens de Paradis bénéficient bel et bien d'aide extérieure, avec cette couleur de peau et ce prénom étranger à l'enceinte des murs. Onyakopon qui étymologiquement faisant référence au peuple Akan, se situant au Ghana, signifiant littéralement Dieu du ciel, qui avec assurance, ce dernier pilote le dirigeable. Dirigeable qui d'ailleurs ne peut venir de l'île du paradis, qui même avec 4 ans d'ellipse, il est impossible de se développer aussi rapidement tout seul, renforçant l'idée que l'île du paradis a de l'aide extérieure. Et de l'autre côté, le combat se déchaîne, où nous retrouvons nos protagonistes qui eux aussi comme Eren Yeager, ont changé durant ces ellipses, avec un sang-froid limite démoniaque, les yeux de Sasha montrant sa détermination, elle qui d'une balle sans un mot visa la tête de Carlo. Et l'on retrouve aussi un Jean Kirstein beaucoup plus serein, qui avait l'habitude de s'emporter à chaque fois, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il garde son calme, son sang-froid et d'une exécution magnifique, il viendra porter le premier coup aux charrettes. Et on sent que lui aussi veut se venger, il veut venger ses camarades qui sont morts sous les coups de Sig et du charrette. Et il va leur faire payer, mais pas aux civils innocent. Et on le voit bien qu'il garde ce côté humain, lui devant Falco, le suppliant de ne pas tirer, hésitant face à ce petit garçon qui le supplie. Et pour garder ce côté humain à Jean, le studio et Isayama viendront jouer avec l'ambiguïté de la vapeur. Est-ce à cause de ça qu'il a raté son tir ou bien son côté humain qui a pris le dessus? Nous pourrons dire que c'est un peu des deux. Et dans toute cette confusion, il y a une petite fille qui n'oublie pas sa rage, qui court en portant un fusil. Et à ce moment-là, nous allons voir deux choses. Tout d'abord, l'affection qu'a Magath envers ses petits Eldiens. Le reste de la population les considère peut-être comme des démons, mais lui, il voit qu'au fond d'eux, ce sont les mêmes, ça reste des humains. Un capitaine qui est prêt à tout pour les protéger. Et la deuxième chose que nous allons apprendre, c'est la faculté de régénération qui diffère en fonction des titans. Il nous est donc appris par Gabi que le charrette a du mal à se régénérer, contrairement au cuirassé qui lui semble bénéficier d'un immense potentiel dans ce domaine. Mais pour l'instant, il fait la sieste. Et les deux titans qui avaient forcé le bataillon d'exploration à exécuter un plan suicidaire se voit être mis hors combat. Une stratégie martiale sans faute de l'île du paradis qui poussera même à Porco à commettre une erreur, celle de foncer tête baissée au combat et de tomber contre Mikasa. Porco, qui était fier de son titan, se voit être ridiculisé et transformé en casse-noix par Eren, suppliant Eren Yeager d'arrêter. Sauf que Eren Yeager nous l'a déjà dit, quiconque entravera sa liberté, il prendra la sienne sans remords. Mais par la fenêtre aussi, on supplie quelqu'un de venir au combat. On a besoin de lui, on a besoin d'un guerrier, on a besoin de Reiner. Et le travail de la seiyuu de Gabi et Falco rendra cette scène incroyable. Sauf que Reiner ne veut pas se battre. Il en a marre, il veut qu'on le laisse tranquille, il veut mourir. Et on le voit rien qu'à la transformation de son titan. Nous avons un cuirassé qui ne veut même pas se protéger lui-même avec une cuirasse tombante. Les titans qui demandent une volonté pour pouvoir se transformer, Reiner lui ne l'a pas, ou il en a peu. Reiner qui, rappelons-le, est l'une des victimes de Shingeki no Kyojin. On se souvient de cette scène avec Bertholdt dans les arbres géants où il pétait complètement les plombs. Reiner qui au début voulait simplement devenir un héros, aujourd'hui c'est impossible et il veut mourir. Cet épisode était vraiment incroyable, l'un des meilleurs qu'on ait eu pour l'instant, si ce n'est le meilleur. Même au niveau des bandes son était incroyable, il montrait réellement la tension qu'il y avait entre les deux camps. Une CGI maîtrisée à la perfection et la mise en scène était d'autant plus épique. Ce que Isayama voulait nous montrer dans son manga est présent et même, j'ai envie de dire, plus impactant. Sur certaines scènes comme par exemple Armin, c'était vraiment choquant de voir ce personnage qui, si gentil, toujours à privilégier le dialogue, vient à commettre un crime.
Et cette scène, elle est horrible à voir, qui même dans les scans ne m'avait pas autant impacté. On a un personnage qui représentait la douceur dans ce monde post-apocalyptique qui était Shingeki no Kyojin pendant ses 3 premières saisons, qui commet des horreurs, des meurtres, des femmes et des enfants innocentes qui n'avaient rien à voir. Il les décime, tous. Une Sasha Browse qui, elle, était hésitante avec sa flèche face à ce titan. Aujourd'hui, elle prend ce fusil, tire une balle avec un sang-froid démoniaque et tue quelqu'un. Et c'était déjà le cas lors des derniers épisodes, mais là on le voit bien, Shingeki no Kyojin a passé un autre cap. On n'est plus dans un monde post-apocalyptique, on est dans une guerre mondiale. Quoi qu'il en est, merci d'avoir regardé cette analyse, abonnez-vous et à bientôt.